Bonjour et bienvenue dans ce point de situation sur la guerre en Ukraine dans lequel on va analyser les grandes tendances depuis l'automne dernier avec des offensives russes qui se maintiennent sur la totalité du front, ce qui a conduit à une légère accélération de la progression des Russes, même si cela reste relativement lent, mais qui ont quand même conduit à la prise de villes comme Vuhledar. On a également vu l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk qui n'a été qu'à moitié résorbée depuis le mois d'août et qui a pourtant nécessité l'engagement de la Corée du Nord aux côtés des Russes, avec aussi une adaptation des modalités d'engagement de leur infanterie avec des assauts moins soutenus et la multiplication de matériel civil en première ligne, et on verra comment l'évolution de ces techniques de combat a un effet également sur les pertes. Il faut aussi souligner l'évolution des bombardements aériens, avec une baisse marquée des bombes planantes larguées par la Russie depuis que l'Ukraine a le droit de frapper sur le sol russe, mais également cette capacité des Russes à continuer à représenter une menace, y compris sur des zones comme Kherson, sur lesquelles pour l'instant il n'y a pas de combat au sol. Avant de continuer, je rappelle que les vidéos qui parlent d'Ukraine sont sponsorisées, que l'argent des sponsors retourne à des actions humanitaires en Ukraine. Le chiffre d'affaires de l'année dernière, j'ai reversé plus de 60 000 € à des actions caritatives en Ukraine. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Inconi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du scandale autour de Strava, cette application utilisée par des millions de coureurs dans le monde et qui permet de partager nos courses, notre efficacité, nos statistiques. Le problème, c'est que vous avez des agents, des services secrets russes, français, la DGSE, on a pu savoir où est-ce qu'ils étaient déployés grâce à ça. Et là, c'est le problème de l'intimité de vos données. Votre intimité, c'est votre sécurité et c'est votre pouvoir d'achat. Il existe dans le monde des milliers de ce qu'on appelle les data brokers. C'est des sociétés qui vont collecter toutes les données qui vous concernent, vos habitudes de vie, de travail, votre santé, votre famille, vos revenus, et ils vont vendre ces informations à des prestataires qui vont vous faire de la publicité ciblée, du démarchage téléphonique, qui vont augmenter le tarif de certaines prestations, y compris des assurances ou des crédits bancaires, et tout ça se fait évidemment en votre défaveur, sans même compter la question de la sécurité avec des nombreuses fuites de données qui concernent ces data brokers. La loi européenne, elle vous permet normalement de vous faire disparaître, sauf que vous ne connaissez pas dans quelle base de données vous vous trouvez, et c'est là qu'Inconi intervient. Eux, ils vont aller voir toutes ces entreprises, ils vont exiger la suppression des informations qui vous concernent. Quand je me suis inscrit, j'étais dans quelques dizaines de bases de données. 2 ans plus tard, ils m'ont fait disparaître de près de 200 de ces bases de données. Donc c'est un travail qui aurait pris des dizaines d'heures, et de toute façon, j'aurais pas réussi à le faire, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on a enregistré. Donc suivez le lien qui est en commentaire à cette vidéo, inconi.com/titelman, comme ça vous aussi, vous retrouvez votre intimité, votre sécurité, et vous paierez le juste tarif pour vos services. Et arrêtez de me suivre sur ce travail. Allez, retournez à la vidéo. Alors, le premier grand constat qu'on peut faire sur l'analyse des derniers mois et sur l'année 2024, c'est que la Russie conduit un nombre croissant d'assauts depuis l'automne 2023, comme on le voit sur ces statistiques qui sont fournies par l'état-major ukrainien, alors que les Ukrainiens, de leur côté, ils sont uniquement en défense, évidemment à l'exception de l'offensive qui a été réalisée vers la zone de Koursk au mois d'août, et c'est donc la Russie qui prend le plus de risques et ce qui subit logiquement le plus de pertes, d'autant plus que l'arrivée du nouveau chef d'état-major, le général Sierski, en février 2024, a fait évoluer la doctrine ukrainienne. Il dit qu'il vaut mieux reculer après avoir fait souffrir les Russes au maximum, plutôt que de rester sur place et de risquer de mourir pour des lignes d'arbres ou des villes qui sont déjà rasées et détruites par la Russie. Et donc sa doctrine est simple, on pourra récupérer nos territoires de manière politique, même si ça prend des années ou même des décennies. Par contre, on ne pourra pas récupérer nos morts, donc ils acceptent de reculer, de rendre un petit peu de territoire, même si ça reste tout à fait contenu. 3500 km² occupés par la Russie sur l'année, ça représente à peine un tiers d'un département français, donc c'est pas énorme. Et par contre, ça a permis d'épargner un certain nombre de vies de soldats. Et quand on compare les pertes des deux camps depuis le début de la guerre, et on voit uniquement ici les morts nominativement connus, c'est-à-dire des gens dont on sait qu'ils sont morts grâce aux cérémonies funéraires, aux décorations à titre posthume, etc., eh bien on voit qu'il y aura pour la Russie plus de morts en 2024 que sur les 2 premières années de la guerre, car sur la courbe que vous voyez ici, il manque plus de 20 000 soldats russes identifiés comme étant tués, mais qui n'ont pas encore été investigués pour connaître la date de la mort et les placer sur le graphique, même si on doute que c'est dans les derniers mois. Avec un rythme qui est désormais prouvé de 400 morts prouvés chaque semaine, alors que du côté ukrainien, on est descendu sous les 300 morts prouvés chaque semaine au lieu de 400 qu'ils subissaient il y a un an. Et donc, logiquement, lorsqu'on corrige ces chiffres, ça fait un minimum de 800 morts réels pour les Russes chaque semaine et 450 pour les Ukrainiens. Donc ça reste des chiffres qui sont absolument gigantesques, mais ils sont probablement encore sous-estimés pour la Russie et qu'ils ne comptent pas en plus les Nord-Coréens et les 15 000 Népalais qui sont également engagés.
Côté matériel, c'est le même constat, les pertes prouvées russes sont chaque mois 2 fois celles de l'Ukraine, ce qui font qu'ils ont aujourd'hui atteint les plus de 20 000 équipements militaires prouvés, détruits dans des bases de données que vous pouvez aller consulter. Je vous mets les liens évidemment pour que vous puissiez aller voir ça. Et on aura la prochaine vidéo qui sera uniquement dédiée aux pertes humaines et matérielles des deux camps pour vraiment se concentrer uniquement sur ce sujet. Je sais que j'ai beaucoup de questions. Et donc dans cette vidéo, on va vraiment regarder l'état du front, l'évolution des techniques, et on peut noter 2 évolutions majeures sur le front. D'abord, il y a eu un rééquilibrage en termes d'artillerie, c'est-à-dire que l'Ukraine a reçu beaucoup de canons, mais surtout qu'ils ont enfin les munitions après un point bas qui avait été atteint en février-mars dernier, dans lesquels les Ukrainiens ne tiraient que 2000-2500 obus par jour, contre plus de 12 000 du côté russe, alors que désormais, les Ukrainiens seraient remontés autour de 4000 obus, tandis que les Russes seraient descendus à 7000 obus par jour. Ça permet toujours aux Russes, évidemment, de raser les villes, mais par contre, les Ukrainiens sont aujourd'hui en mesure de répondre à chaque fois qu'ils sont attaqués, et ils ne sont plus là en train de subir et d'attendre que les Russes, en espérant qu'ils visent mal, aient arrêté de tirer pour passer à leurs actions. La deuxième évolution qu'on voit sur le terrain, ce sont les bombes planantes qui sont larguées par les Sukhoi 34 en particulier, et on observe une division par 2 du nombre de tirs à partir de la mi-novembre, à seulement 40 tirs quotidiens en moyenne au lieu des 80 qui subissaient jusqu'alors. Et cette évolution, elle est arrivée juste au moment où l'Ukraine a eu le droit d'enfin pouvoir tirer sur le sol russe avec les armes qui leur sont fournies jusqu'à 300 km de portée. Et d'ailleurs, quand l'Ukraine a elle aussi visé des dépôts de carburant, notamment celui de Engels, eh bien dans les jours qui ont suivi, on a encore un nombre de bombes planantes qui ont été larguées, qui a été divisé par 2, encore une fois, pour passer sous la barre des 20 bombes par jour, ce qui réduit évidemment l'avantage russe, même si ce chiffre devrait à terme remonter avec la réorganisation des flux logistiques de la Russie. Si on regarde maintenant uniquement le terrain et l'évolution de la maîtrise du territoire, on constate que 3552 km² de territoire ukrainien sont désormais occupés, en plus de ce qu'il y avait au 1er janvier 2024, soit 10 km² par jour. Donc oui, évidemment, il y a une progression, mais imaginez une année complète avec ces centaines de milliers de pertes pour simplement prendre un tiers d'un département français, ça reste tout à fait contenu, malgré tout ce que la propagande russe essaie de répéter tous les jours. Et ce chiffre, évidemment, il ne prend même pas en compte les 1200 km² qui ont été envahis, occupés par l'Ukraine sur le territoire russe, même si la Russie en a repris la moitié, mais il y a quand même plus de 500 km² qui sont toujours maîtrisés aujourd'hui par les Ukrainiens. Et donc cette évolution, ces 3500 km², c'est relativement négligeable quand on le compare au grand mouvement de l'année 2022, où je vous rappelle que les Ukrainiens avaient libéré plus de 20 000 km² en 3 mois, mais c'est quand même une accélération par rapport à l'année 2023, où les Russes n'avaient pris que 518 km², et vous voyez ici la progression mensuelle des Russes qui s'accroît avec le temps, et surtout sur les derniers mois. Si maintenant on fait le tour du front, on n'a aucune évolution autour du Dniepr dans l'oblast de Kherson, où seuls quelques îles ont changé de main, et même si la Russie bombarde allègrement la ville et tous les véhicules civils qui passent, comme cette ambulance, ou même en balançant des grenades sur des petits vieux qui venaient simplement faire des courses, eh bien il n'y a pas d'offensive, même si la Russie semblait préparer un grand mouvement qui n'a pas eu lieu apparemment parce que les officiers russes ont refusé de lancer leurs hommes sur une traversée du fleuve, sur des petits bateaux sans couverture aérienne ni brouilleur, et d'ailleurs les Ukrainiens détruisent des dizaines de ces petits bateaux qui auraient été utilisés par la Russie pour cette traversée, et donc la guerre se fait principalement à distance, avec notamment un gros coup de la part des Ukrainiens qui ont réussi le 19 janvier à détruire un radar Nebo SVU qui a quand même une valeur estimée à 100 millions de dollars, et donc la Russie en manquait déjà, ça leur en fait un de moins. Un peu plus à l'est, dans l'oblast de Zaporijjia, la Russie a reconquis 111 km² sur l'année, ce qui veut dire qu'ils n'ont toujours pas effacé la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023, mais ils tentent toujours de pousser, et donc les combats de tranchées sont assez classiques, il n'y a rien de particulier, et il s'agit clairement pas d'une zone prioritaire pour la Russie, même si le pressing, c'est une réalité, ils font des assauts relativement continus sur l'intégralité de cette zone, mais par contre, le bombardement à l'aveugle sur la ville, ça reste quelque chose qui est très fréquent. Ici, c'est la frappe du 19 janvier qui a fait 13 morts et 120 blessés, ou également ici sur la cathédrale Saint-André qui avait été touchée pendant le mois de janvier. Dans la mer Noire, la Russie a complètement abandonné l'idée de faire revenir ses navires au contact, tout simplement par crainte des drones navals ukrainiens qui font toujours de gros dégâts, et les navires restent donc très loin, ne sortant que pour lancer leurs missiles de croisière, et cela a permis aux bateaux ukrainiens de retrouver une certaine liberté, avec ces images d'un patrouilleur de la classe Gyurza,
qui sort en mer Noire pour intercepter les drones kamikazes russes avant qu'ils n'arrivent sur la ville d'Odessa. Et justement, ici, c'est un drone Shahed iranien qui est abattu par le canon de ce bateau. Donc la liberté d'opérer des Ukrainiens, pour sa part, elle est croissante, puisque la menace principale qui pesait sur les drones navals, c'était les hélicoptères, sauf que les Ukrainiens ont adapté des missiles antiaériens sur leurs petits drones navals, et ils ont donc réussi à abattre au moins 2 hélicoptères Mi-8 en installant ces missiles. Et ici, on voit l'un des hélicoptères qui tombe à la mer, tandis que le deuxième, la perte a été annoncée par les Russes eux-mêmes. Et tout ça, ça permet aux drones navals ukrainiens d'aller toujours plus loin, avec 4 bateaux russes qui ont été détruits cette année alors qu'ils étaient à quai, et des opérations au large avec des attaques de plateformes gazières utilisées par la Russie pour leur logistique, et il y a eu plusieurs attaques, par exemple cette grande attaque en août, et également le 6 décembre dernier. Donc les Ukrainiens peuvent aussi rapprocher leurs drones navals des côtes jusqu'à être en mesure de servir de plateforme de lancement pour envoyer des petits drones kamikazes FPV qui vont détruire des systèmes au sol, comme par exemple ce système aérien lourd Pantsir, et c'est une opération qui a eu lieu début janvier. Et donc on a une variété de drones navals ukrainiens qui est toujours croissante, avec par exemple ce modèle inconnu qui s'est échoué en Roumanie. Apparemment c'est un simple bateau gonflable avec une charge explosive de 500 kg, et on ne sait toujours pas dans quelle opération il aurait été utilisé, mais en tout cas, ce drone a échoué, mais on se doute qu'il y a beaucoup d'opérations dont on n'entend jamais parler. Plus à l'est, on arrive dans l'oblast de Donetsk, et c'est là que la Russie fait son effort principal, avec une avancée qui a été de 2803 km² sur l'année, et en particulier la prise de la ville de Vuhledar. Pour rappel, la première attaque massive sur cette ville avait eu lieu de janvier à avril 2023, et avait conduit à la perte de plus de 150 véhicules prouvés, sans aucun résultat. La deuxième phase de l'offensive, elle avait eu lieu à l'automne 2023, avec jusqu'à 60 chars et blindés russes prouvés détruits sur la seule journée du 1er novembre, ainsi que plus d'1 millier d'hommes tués, et on parle évidemment que des pertes qui sont prouvées par l'image. Et on a ces mêmes offensives directement sur la ville, qui recommencent régulièrement, avec de nouveaux échecs en mars 2024, puis encore en mai 2024, avec 32 blindés qui sont prouvés détruits dans le seul assaut du 4 mai, puis l'assaut raté du 28 juin, dans lequel on peut encore prouver la perte de 16 chars T-80, 34 véhicules de combat et 19 motos, ainsi que 800 soldats russes tués ou blessés pendant l'assaut. Et encore une fois, ce ne sont que des pertes prouvées à partir des images qui sont partagées par les deux protagonistes sur Internet. Alors, comme on le voit, les assauts ouverts, directs, frontaux sur la ville, c'est autant d'échecs, puisque les villes sont finalement devenues un petit peu des places fortes dans lesquelles c'est facile de se protéger malgré les intenses bombardements russes, surtout quand les environs autour de la ville qu'on défend sont plats et ouverts, ce qui permet d'éviter toute surprise de la part de l'assaillant, d'autant plus qu'un nombre croissant de drones ukrainiens d'observation sont totalement résistants au brouillage russe, c'est-à-dire qu'on les voit arriver bien avant qu'ils soient à portée de tir visuel. Mais en même temps, la Russie, elle a quand même progressé doucement autour de la ville, en progressant notamment par l'Est, où ils rasent les villages les uns après les autres, imposant un retrait aux Ukrainiens, quand les maisons sont détruites, parce que évidemment les ruines d'une ville ça permet de s'y cacher, mais par contre les ruines de quelques maisons ça permet pas de continuer à tenir la zone, et donc ils reculent progressivement jusqu'à arriver sur les faubourgs de Vuhledar, et la Russie arrête donc les assauts directs sur la ville, et elle met la pression sur les environs de la ville, notamment en coupant ses axes logistiques, ce qui conduit l'armée ukrainienne à abandonner la ville début octobre 2024, sans avoir à subir un combat urbain qui aurait été évidemment très meurtrier pour les deux camps, surtout pour l'assaillant, mais dans lesquels ils auraient eu trop de morts, et donc ils ont préféré se retirer. Donc au final, les sources ouvertes montrent qu'il y a au moins 2100 morts lors des assauts directs sur la ville, si l'on considère uniquement les 40e et 155e brigades de marine russe, et on parle uniquement des morts nominativement connus, en analysant uniquement 2 des 4 brigades engagées, et sans compter les 2 groupes de mercenaires engagés dans la zone. Donc au total, le bilan pour les Russes, il est certainement au-delà de 14 000, 15 000 morts pour la Russie, plus tous les blessés qui sont autour. Tout ça pour prendre une ville qui faisait 14 000 habitants avant la guerre et qui a évidemment été évacuée depuis longtemps par ses habitants.
Donc dans le camp ukrainien, les Russes n'ont pu prouver la perte que d'une vingtaine de blindés ukrainiens sur toute la bataille pour la ville de Vuhledar, et elles sont logiquement très inférieures puisque les Ukrainiens sont en défense, ils attendent les assauts russes pour les détruire en restant dans leur bunker, ils sont à l'abri, ils n'ont pas besoin d'engager de matériel, ce qui évidemment dans le cadre d'une guerre d'attrition contre la Russie est très avantageux pour eux. On a vu aussi une forte augmentation de la proportion de FPV avec une capacité infrarouge qui permet d'opérer la nuit, et ça c'est tout au long de l'année, on a vraiment vu cette progression en proportion, avec une qualité de l'image qui s'est également beaucoup améliorée, comme vous le voyez ici, avec ces frappes sur des véhicules russes qui sont accessoirement de plus en plus souvent des voitures ou des camionnettes civiles qui sont employées en ligne 1 ou même sur des assauts. Ici, on est un petit peu plus à l'est, et c'est d'ailleurs une colonne d'assaut complète qui est constituée à 100% de véhicules civils, et apparemment ils avaient même pris leur petit drapeau, car l'assaut avait été réalisé le jour du 145e anniversaire de Staline. Ce serait quand même dommage de ne pas profiter de cette opportunité pour mourir dans des conditions ridicules. Le plus fou en tout cas, c'est que globalement, on a vu à Vuhledar les mêmes techniques que sur Bakhmut et Avdiivka, c'est-à-dire une multiplication d'assauts directs qui n'ont servi à rien, puisque c'est le contournement qui a fini par donner des résultats. Et pour rappel, Avdiivka, c'est quand même la bataille la plus longue de la guerre, puisqu'elle a duré 2 ans, de février 2022 jusqu'à février 2024. Et pour vous donner un ordre d'idée de l'intensité de la bataille, si on commence à comptabiliser les pertes qu'en octobre 2023, les Osinter ont pu prouver la perte de 690 blindés, dont 229 chars pour prendre la ville, et les pertes humaines, 16 000 Russes tués pour prendre cette ville, et à quoi il faut encore ajouter les blessés, tout ça encore une fois pour prendre une ville qui ne faisait que 35 000 habitants avant la guerre. Et là aussi, le rapport avec les pertes ukrainiennes est ridicule, puisque les Russes ne peuvent prouver que 75 pertes matérielles ukrainiennes pour la zone. Et par contre, là pour le coup, c'était vraiment un verrou, puisque Avdiivka, c'était une grande ville, et à partir du moment où la ville est tombée à la fin février 2024, les Russes ont progressé d'environ 3 km chaque mois, et il n'y a donc pas de choses qui vont les ralentir avant d'arriver sur la ville suivante, et en particulier, désormais, la ville qui est face à eux, c'est la ville de Pokrovsk, qui est la prochaine, avec là aussi beaucoup de moyens qui sont engagés, puisque dans cette bataille sur le rayon de Pokrovsk, depuis la fin de la bataille d'Avdiivka, on peut géolocaliser la perte de 1509 équipements militaires russes dans la zone, contre 525 pertes pour les Ukrainiens, et vous voyez là on est sur un ratio qui n'est pas de 1 à 10 quand tu essaies de prendre une ville, on est plutôt sur un ratio de 1 à 3, puisque en dehors des zones urbaines, les Ukrainiens sont eux aussi obligés d'engager leurs équipements sur des champs et des plaines, donc même si la défense reste toujours moins coûteuse en matériel et en vie que d'attaquer, ils ont un ratio de perte qui est moins favorable qu'ailleurs, d'autant plus qu'ils bénéficient du matériel occidental qui est supérieur, c'est-à-dire qu'il va détecter et tirer de plus loin sur une cible, il est plus résistant aux impacts, avec par exemple moins d'explosions que chez les Russes, donc c'est-à-dire qu'il y a un taux de survie qui est plus élevé, même quand le matériel est cassé, ils ont également une artillerie qui est plus précise, et donc globalement, ça leur donne un avantage, puisqu'ils restent encore une fois en défense sur la totalité du front. Il y a 2 éléments structurants qui permettent aux Russes de continuer à avancer malgré leurs pertes importantes. C'est cette capacité à raser tout ce qui est face à eux, tous les villages et tous les villes, sauf qu'une ville c'est plus difficile à raser, et puis quand vous avez des immeubles de 5 étages, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, même si finalement, quand on regarde l'état des villes qu'ils ont conquis, il leur reste quasiment rien, et ça se fait avec l'artillerie, mais aussi avec les bombes planantes. Le deuxième élément, c'est la tolérance aux pertes matérielles et humaines. Plus de 20 000 pertes d'équipements militaires depuis le début du conflit. Et les pertes humaines, on est maintenant quasiment au-delà du million de pertes, on y reviendra la prochaine fois. Mais l'humain est réellement considéré comme inconsommable, qui ne sert parfois qu'à user les stocks de munitions ukrainiennes, et c'est pour ça qu'on voit que la Russie lance des blessés qui se déplacent parfois avec des béquilles. Au début, les Russes ont prétendu que c'était de la propagande, mais on a réellement des vidéos dans lesquelles des hommes avec des béquilles essayent de traverser des champs et se font toucher évidemment par les drones kamikazes, des hommes qui n'ont absolument aucune chance de survie, mais ça consomme de la munition ukrainienne. D'ailleurs, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que les Russes continuent à accepter cette situation, mais on a des images dans lesquelles ceux qui refusent de partir sur ces assauts suicides sont battus par leur chef, et on a pas mal d'exemples également avec des étrangers, par exemple des Africains, qui se plaignent d'avoir été trompés sur le but de leur recrutement, dans lequel on leur avait dit qu'ils feraient des métiers civils, ou alors au pire de la logistique, et qui se retrouvent à faire partie de ces assauts suicides. En tout cas, avec le recul sur l'année 2024, on voit bien qu'il y a 2 méthodes. L'assaut direct sur une ville qui est très meurtrier et qui semble pas fonctionner directement,
ou alors l'encerclement qui prend du temps, nécessite plus de moyens, mais permet aux Russes d'avancer avec moins de pertes, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui par exemple sur des villes comme Pokrovsk, dont le périphérique est désormais interdit aux véhicules civils, et où l'effort russe est désormais consacré sur les voies d'approvisionnement, mais Pokrovsk contiendra certainement encore des mois et des mois vu la taille de la ville et des défenses préparées, même si le bombardement direct par l'artillerie fait des dégâts très importants. La ville a été évacuée, mais par contre, vous voyez ici les dégâts des frappes d'artillerie qui ont eu lieu après le 20 janvier. Quand on continue sur le front, on a une contre-exemple parfait de ce que je viens de dire, puisque la ville de Toretsk subit les assauts frontaux des Russes avec énormément de pertes prouvées, et désormais des combats urbains très meurtriers contre les Ukrainiens embusqués. Et d'ailleurs, ici comme ailleurs, on voit de plus en plus de groupes d'infanterie légère et de moins en moins d'assauts mécanisés, ce qui provoque logiquement plus de pertes dans les tentatives, mais tant qu'ils ont la masse, ils continueront à appliquer cette méthode, et dans cette vidéo, on se trouve en ville, et les Russes ne peuvent pas profiter du soutien de blindés, et ils ont apparemment même pas les moyens de se défendre contre ce char ukrainien qui est venu les déloger, tandis que dans toute la zone, on a des combats pour chaque maison en ruine, avec ici par exemple la 3e brigade d'assaut ukrainienne qui arrive à encercler les Russes dans cette petite ferme détruite, et dans cette seule vidéo, on apparaît 2 fois les Ukrainiens qui demandent aux Russes de se rendre, ils refusent, et donc les Ukrainiens vont aller les déloger et les tuer. Un peu plus au nord, toujours dans l'oblast de Donetsk à la hauteur de Bakhmout, les Russes n'ont progressé que de 6,5 km depuis la chute de la ville de Bakhmout en mai 2023, alors que toute la propagande russe disait que la chute de la ville allait conduire à un effondrement du front ukrainien rapide, et dans les faits, les Russes sont toujours bloqués sur la ville de Chassivia, alors qu'ils voulaient la prendre avant le 9 mai 2024, et là aussi, on voit pas mal d'assauts russes avec des motos et des quads, c'est une méthode qu'on voit de plus en plus souvent sur le front. Et faut s'arrêter une minute sur cette méthode parce que elle est simple et ses objectifs ils sont clairs. Il s'agit de compenser le manque de blindés dont on parlera dans la prochaine vidéo, mais l'objectif c'est aussi d'avoir des moyens légers et rapides pour réaliser des assauts plutôt que des blindés qui sont lourds et peu mobiles et qui sont donc plus facilement ciblés par les FPV. Ce qui fait qu'au final, il vaut mieux, c'est plus facile pour la Russie de fournir 6 quads que 1 blindé, et accessoirement dans tous les cas, il y a tellement d'assauts qui se font à pied qu'avoir un quad, c'est déjà pas le plus bas que ce que les Russes peuvent proposer et ce qu'on peut constater. Mais cette méthode, elle n'existe pas, vous ne trouverez jamais d'image équivalente du côté ukrainien, évidemment. Alors, en termes d'efficacité, faut être clair, c'est quand même une méthode qui donne des résultats, puisque les colonnes de blindés, les Ukrainiens arrivent assez rapidement à les identifier, à les détruire, mais si on parle d'efficience, c'est-à-dire le rapport entre le coût et l'efficacité, c'est évidemment dramatiquement coûteux pour des progrès qui sont relativement limités. Et on a toujours des blindés dans les 2 camps qui continuent à progresser, à travailler, comme ici le tank de la 5e brigade d'assaut ukrainienne à Ivaniske. Mais même les tankistes ukrainiens auxquels je parle, ou les pilotes de drones kamikazes, me disent que c'est plus facile de détruire un blindé qu'un quad qui va se déplacer rapidement et qui va arriver plus rapidement sur la ligne de défense ukrainienne où il faudra lui tirer dessus avec simplement les fusils d'assaut. Mais globalement, sur l'oblast de Donetsk, sachant qu'il reste plus de 8500 km² à conquérir juste pour finir l'occupation de l'oblast et donc du Donbass, il faut imaginer qu'il faut encore 3 ans pour prendre juste cette région s'ils arrivent à maintenir le rythme des 6 derniers mois. Et c'est un rythme qui est optimiste, étant donné le nombre de grandes villes qu'il devra encore raser. Une ville comme Kramatorsk, par exemple, où je vais très régulièrement, c'est 2 fois plus grand que Bakhmout, et c'est beaucoup plus grand que toutes les villes précédentes qui ont été conquises. Donc faut imaginer, on est vraiment sur un rythme optimiste s'il continue à progresser au rythme actuel. 3 ans, la Russie ne peut pas se permettre de continuer à perdre autant d'hommes pendant 3 ans. Ils s'effondreront économiquement avant, même si ça va mal du côté ukrainien aussi. Je pense que personne ne peut continuer cette guerre, dans tous les cas. Mais faut être clair, les Russes ne prendront pas le Donbass, c'est impossible, avec les moyens qu'il leur reste et les pertes qu'ils subissent quand ils sont en train de progresser, avec une centaine d'hommes perdus pour chaque kilomètre carré, ça ne tiendra pas. Sur le front nord, quand on continue sur le front de Luhansk, donc face à l'oblast de Kharkiv, la progression russe est inférieure à 1 km par mois, donc c'est très contenu, même si évidemment ça progresse, et il faudra voir si les villes comme Yampil, Liman ou Kupiansk pourraient se retrouver à portée d'artillerie russe, puis ensuite être mises en danger. Et pour rappel, ce sont des villes qui ont été libérées lors des contre-offensives de l'été 2022, mais il est probable que les Russes poussent à minima jusqu'à la rivière Oskil, qui pourrait servir de frontière naturelle, mais on peut imaginer que les Russes tentent ensuite d'encercler ces villes plutôt que de faire des assauts directs, si en tout cas ils font un retour d'expérience tel que nous, on peut le faire en prenant un petit peu de recul, mais c'est certainement
très dépendant des méthodes des généraux qui sont engagés, qui sont responsables de ces différentes zones du front. Encore plus au nord, dans l'oblast de Kharkiv, vous vous souvenez qu'au mois de mai, il y avait eu une grande offensive sur la ville, elle s'était complètement effondrée à partir du moment où les Ukrainiens avaient eu le droit de tirer sur le territoire russe, ce qui avait provoqué l'effondrement de leur logistique, et les Ukrainiens ont donc repris une petite partie du territoire qu'avait pris la Russie, mais ils n'ont pas conduit d'offensive d'ampleur pour reprendre la totalité de la zone. Et ici, ce sont des combats de la brigade russe libre qui se battent aux côtés de l'Ukraine pour que le régime de Poutine s'effondre. Et les images qu'on voit ici sont tournées dans la ville de Vovchansk, dans laquelle il y a toujours des combats aujourd'hui. Et au global, sur l'année 2024, entre la progression sur le front de Louhansk, mais vers l'oblast de Kharkiv, et cette offensive, cette tentative de prise de la ville de Kharkiv, les